Bonjour, bienvenue sur l'étudiant.fr pour un nouveau flashback. On va débriefer aujourd'hui l'épreuve de SVT pour le bac S avec vous, Pauline Pépin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de SVT au lycée Joliot-Curie à Nanterre. Tout à fait. Et donc, on va voir ce qu'il fallait mettre dans sa copie pour avoir au moins une bonne note, ou en tout cas une note correcte. On va commencer avec la partie 1 qui était notée sur 8 points. Qu'est-ce qu'il fallait mettre dans cette partie? On nous demandait donc des questions sur la diversité génétique. Que fallait-il dire? Alors, dans cette première partie, moi, j'ai deux possibilités. Il faut envisager évidemment de faire un plan en mettant donc présenter le document, là, le croisement qui est proposé dans le document. Oui. Donc, soit le présenter en introduction assez rapidement, soit faire une petite première partie dessus, juste pour mettre en place qu'est-ce qu'un génotype, qu'est-ce qu'un phénotype, là, avec bien évidemment les bonnes notations attendues. Et ensuite, les deux grandes parties qui sont attendues ici, c'est vraiment donc la méiose, Oui. expliquer l'origine de la diversité des gamètes avec la méiose, avec bien évidemment des schémas. Là, c'est évident qu'il fallait mettre des schémas. On ne pouvait pas les éviter, les Non, schémas. c'est pas possible. Et une deuxième partie sur la fécondation, avec les croisements des gamètes. Donc là, pareil, l'illustration attendue, c'est un tableau de croisement avec de la bonne notation des génotypes, des phénotypes, pour montrer l'origine, effectivement, des différents types de phénotypes à la fin en F2. Et on attendait un tout petit peu de maths avec préciser les probabilités qui sont de 25, 25, 25 et 25%. Et du coup, il fallait vraiment être strict dans sa réponse de fin ou ouvrir un peu? Il fallait une réponse ferme? En conclusion, toujours donc reprendre rapidement les deux grands mécanismes, méiose et fécondation, et puis une ouverture qui pourrait être sur la diversité ne vient-elle que de la génétique ou est-ce qu'il y a une influence dans l'environnement? Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais voilà, une petite ouverture, ça fait toujours plaisir au correcteur. Alors attention, vous me disiez, il y a peut-être un piège dans lequel certains pouvaient tomber. Alors effectivement, je pense que certains étudiants vont être un peu déçus. Ouais. On n'attendait pas du tout les crossing over, on n'attendait pas le brassage intrachromosomique, on attendait uniquement le brassage interchromosomique. Et j'ai peur que certains élèves effectivement soient tombés dans le piège de vouloir parler des deux types de brassage alors que le crossing over n'est pas du tout attendu. C'était la grande erreur qu'il ne fallait pas commettre, en tout cas. Tout à fait. On passe à la partie 2, l'histoire des Alpes. Donc ici, c'était tout simplement un QCM. Donc on va faire très rapidement, comme si on cochait nous-mêmes. Question 1, il fallait répondre. C. Question 2. A. Question 3. C. Question 4. A. Et question 5. A aussi. Donc là, on rassure les candidats. Hein. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a 3 fois A que c'est illogique. Des fois, ça arrive, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas avoir une inquiétude en se disant « Ah, j'ai pas mis de B, j'ai pas mis de D ». Non, ça peut arriver. Et puis, sur la partie 2, donc on était sur l'anxiété, les symptômes musculaires et le traitement. Quel plan on pouvait proposer pour répondre à la question? Alors ici, il y a deux questions finalement dans la problématique. La première porte sur l'origine des symptômes musculaires de l'anxiété et la deuxième sur un éventuel traitement. Donc là, on peut faire vraiment deux parties avec donc la première partie qui va être beaucoup plus conséquente puisqu'elle reprend les documents, donc pas le document de référence, il est bien précisé qu'il n'a pas besoin d'être étudié. D'accord, c'est juste pour rappeler les infos essentielles pour le candidat. Et puis pour comprendre les expériences en fait, c'est vraiment pour comprendre les expériences. Donc là, la première partie c'est documents 1, 2 et 3. Où là, donc le document 1, c'est vraiment pour montrer les deux types de synapses. Donc une synapse excitatrice qui est la numéro 2 et une synapse inhibitrice qui est la numéro 1 et montrer la conséquence de l'excitation des deux simultanés. Donc là, on attendait une petite connaissance sur la sommation des informations au niveau d'une synapse. C'était cette partie du chapitre qu'il fallait ressortir. Le document 2, lui, montre l'existence des neurotransmetteurs. Donc, montrer que le premier neurone qui est inhibiteur, lui, a du GABA et que le deuxième est excitateur et l'excitation se fait avec un neurotransmetteur d'acétylcholine. Donc, il n'y avait rien à interpréter dans ce document. Le 3, lui, permet de répondre plus précisément donc, à l'origine des symptômes dus à l'anxiété, où on nous montre une expérience avec du picrotoxine, picrotoxine qui montre une hyperpolarisation des neurones transmetteurs, autoneurones.
Voilà, dites-moi. plutôt une absence d'hyperpolarisation du neurone qui est censé être inhibiteur. D'accord. Et donc, on empêche l'inhibition, et donc ça permet de montrer que l'anxiété, finalement, empêche le neurone inhibiteur d'agir. D'accord. Et donc, en cas d'action simultanée des deux, il n'y aurait que le neurone excitateur qui déclencherait une contraction et qui entraîne donc les contractions inopinées dues à l'anxiété. D'accord. Donc là, il fallait Ça devient plus clair finalement, on sait maintenant physiquement pourquoi on réagit comme ça. Voilà, pourquoi on a des petites contractions musculaires. Donc là, on attendait une mise en relation des documents 1 et 3 pour expliquer vraiment cette origine. Et sur la deuxième partie, et on n'avait que le document 4. Tout à fait, qui lui, on montre simplement que les benzodiazépines augmentent encore l'hyperpolarisation due au GABA, et donc permet d'éloigner encore le seuil de déclenchement des potentiels d'action qui est responsable de la contraction. D'accord, donc là l'idée c'était vraiment de savoir comment interpréter les documents pour arriver aux éléments de réponse. Effectivement, il y a peu de connaissances particulières attendues. Par contre, c'était assez long et il fallait être assez précis dans l'exploitation des documents et assez démonstratif dans la rédaction. C'était ça la vraie difficulté de cet exercice. Effectivement. Merci beaucoup Pauline Pépin pour toutes ces précisions. De J'espère que vous avez mis ça, au moins en tout cas, pour l'essentiel. On se retrouve très vite sur l'étudiant.fr pour un nouveau flashback. En attendant, retrouvez les sujets et les corrigés sur le site.